Nous sommes désormais en Corée du Nord où il y a de nouvelles tensions avec Séoul. Regardez cette mise en scène, cette fête, même cette cérémonie qu'a organisée Kim Jong-un. Elle est organisée en l'honneur du transfert de 250 missiles à la frontière avec sa voisine du Sud. Une cérémonie où le leader est apparu joyeux, fier d'annoncer la mise en place de ces 250 lance-missiles à la frontière. Et on a même vu des feux d'artifice pour célébrer cette mise en scène, alors que les tensions avec Séoul n'ont jamais été aussi vives. Voilà ce que Kim Jong-un a déclaré. Le transfert de ces armes est une manifestation de la volonté ferme du parti de poursuivre les renforcements des capacités de défense. Kim Jong-un qui a dit qu'il avait conçu personnellement ces lance-missiles, toujours aussi humble. Je vous vois rire, Cyril Gélitaire. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que vous avez un peu l'habitude, depuis le grand-père, où il faut mettre en avant le leader, le leader du pays. Donc le grand-père, déjà, dans la légende, avait, alors qu'il n'avait même pas 16-18 ans, conçu un plan révolutionnaire pour libérer son pays, avait contribué à la libération de son pays, voire l'avait même dirigé. C'est classique dans la propagande nord-coréenne pour insister sur les capacités extraordinaires du leader. Alors Claude Blanche-Maison, c'est classique, on a déjà vu ces démonstrations de force, mais à quoi ça sert là pour le coup d'installer 250 lance-missiles à la frontière? Sur le plan militaire, à rien, mais c'est pour le show-off comme ça vient d'être expliqué. Pourquoi ça sert à rien sur le plan militaire? Parce que la capitale Séoul est à 40 et quelques kilomètres de la zone démilitarisée, qui est la zone de démarcation entre le nord et le sud, puisqu'il n'y a pas de traité de paix. C'est donc une zone en réalité de cessez-le-feu, qui est à la zone de tension maximum. Quand on se rend à Panmunjom, d'ailleurs, là où ont été signés les accords de cessez-le-feu, c'est le dernier endroit au monde, sans doute, où on a le sentiment d'être encore en pleine guerre froide, puisqu'on voit des deux côtés, des Coréens donc du nord d'un côté, les Coréens du sud de l'autre, surarmés, patrouillés, plus les troupes de l'ONU, commandées par les Américains, puisque en 1950, en raison de l'absence d'un soviétique au moment du vote, les Américains avaient obtenu la responsabilité de l'intervention des Nations Unies. Et puis, il faut rappeler aussi que la Corée du Nord a surtout pour objectif, le grand-père, le père et le Saint-Esprit, ils ont tous comme objectif de faire survivre leur régime. Dans le fond, ils se moquent un petit peu du pays, c'est leur régime qui leur importe. Et pour faire survivre le régime, il faut avoir l'arme nucléaire. Ils ont fini par l'avoir, grâce à la maladresse d'un certain nombre de pays occidentaux. Je pense qu'on n'aurait jamais dû laisser la Corée du Nord accéder à l'arme nucléaire. Elle a l'arme nucléaire, elle n'en a pas beaucoup, mais elle a l'arme nucléaire. Pour le régime, c'est la garantie, c'est l'assurance vie en quelque sorte. Personne ne pourra les attaquer. Mais à l'inverse, ils ne pourront pas attaquer le Sud, ne serait-ce que parce qu'il y a 28 500 GI au Sud, l'armée américaine, je crois que c'est à peu près le chiffre, qui évidemment servirait de détonateur si par hasard il y avait quelque chose. Quand on fait d'ailleurs la route très courte entre Séoul et Panmunjom, là où ont été signés les accords de cessez-le-feu, on voit des gros blocs de béton au-dessus de l'autoroute. Il suffit, s'il y avait une menace d'intervention des chars du Nord, il suffit de faire sauter des petits explosifs et les blocs tombent et bloquent complètement les routes et les autoroutes. Donc en effet, une ambiance de guerre froide absolue, mais pas de possibilité de guerre ouverte. Alors une ambiance de guerre froide absolue, une ambiance de provocation aussi absolue, de mise en scène, une guerre des ballons. Je voudrais vous montrer des images absolument incroyables de cette guerre absolument folle où se livrent les deux pays. Voici des ballons qui ont été envoyés par la Corée du Sud, par Séoul, dans lequel il y a, par la Corée du Nord, pardon, dans lequel il y a des excréments, ce sont des ballons qui sont envoyés de l'autre côté du pays. Ce à quoi répond d'autres ballons, où il y a des tracts contre Kim Jong-un. Et alors Séoul fait un truc absolument incroyable aussi, elle diffuse des haut-parleurs de K-pop, cette musique sud-coréenne, justement pour appeler les Nord-Coréens finalement à l'occidentalité, si je puis dire. Pierre Rigoulot, vous êtes avec nous
par Skype. Vous êtes spécialiste de la Corée du Nord. On a bien vu cette guerre absurde. Ça dure depuis combien de temps? Je rappelle d'ailleurs que les deux pays ne sont pas... la guerre entre les deux pays s'est soldée par un armistice, c'est-à-dire qu'ils sont techniquement toujours en guerre. Oui, c'est ça. La guerre a commencé en 1950 par une attaque du Nord avec la bénédiction de Staline. On a cru à un moment que les Nord-Coréens allaient absorber donc le Sud, mais avec l'aide des Américains et de l'ONU tout entière, les troupes de Corée du Nord ont été repoussées jusqu'au Yalu. Le Yalu, c'est un des fleuves qui sépare la Chine de la Corée du Nord. Et là, la Chine est intervenue et ont suivi 2 ans et demi encore de guerre, davantage avec un front davantage stabilisé. Et depuis cette époque, c'est-à-dire en juillet 1953, où a été signé un armistice, la guerre officiellement continue entre le Nord et le Sud. C'est un point très important dont on doit tenir compte quand il se passe quelque chose entre le Nord et le Sud. Par exemple, la semaine dernière, les services secrets du Sud ont annoncé qu'on réfléchissait à Pyongyang à la succession de Kim Jong-un, c'est-à-dire qu'on envisageait sa maladie, voire pire. Aujourd'hui, c'est une riposte dont vous venez de parler. Je vais très bien, je suis fort, j'ai des armes et je vais vous faire peur avec ces armes. Il n'avait pas besoin, évidemment, de déplacer ces missiles pour menacer Séoul, comme l'a très bien raconté Monsieur l'ambassadeur. La ville de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, se trouve à une trentaine de kilomètres de la zone démilitarisée qui sépare, depuis 1953, le Nord et le Sud. Avancer un peu ces missiles balistiques ne sert à rien sur le plan militaire. Il s'agit simplement d'un message. Je vais bien, je suis puissant, la Corée du Nord est puissante et n'espérez pas des changements du fait de ma faiblesse. Alors non seulement vous dites que ça ne sert à rien militairement, mais en plus, eh bien, ça n'a pas du tout fait peur aux Sud-Coréens qui se sont fendus d'une réaction. Écoutez. Nous pensons que les lanceurs de missiles sont destinés à être utilisés de diverses manières, notamment pour attaquer ou menacer la Corée du Sud. Les missiles sont déployés et utilisés en fonction de leur portée. Et le fait de les déployer près de la frontière signifie que la portée n'est pas longue. Ça, monsieur lieutenant-colonel, ça veut dire en gros, ce ne sont pas des missiles de dernière génération surpuissantes qui peuvent tirer loin en plus. Alors, je doute, ayant vu le feu d'artifice au-dessus des missiles, je doute que c'est peut-être des missiles de carton-pâte, si vous voulez. Non, et effectivement, ce n'est qu'un show of force, comme on dit dans l'OTAN, une démonstration de puissance, sans doute rendue nécessaire par les incertitudes sur la santé du grand leader. Donc, c'est à usage interne. Plus qu'à usage externe, pour montrer à la population nord-coréenne que leur chef est toujours là. Ensuite, ce qui m'inquiète un peu, on a parlé à un certain moment, il y a quelques semaines, de l'envoi de bataillons nord-coréens en Ukraine, justement. Donc là, on n'a pas eu d'image particulière. Peut-être que ça ne s'est pas très bien passé pour eux, j'en sais rien. Mais donc ça, c'est plus inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est l'appartenance de la Corée du Nord à cet axe Moscou, Pékin, Téhéran, et donc un certain désenclavement de son économie, de sa politique. Donc, en dehors de l'arme nucléaire, Kim Jong-un, il a aussi une garantie par Poutine, par les Chinois, et peut-être même par les Iraniens. Donc, il y a une sorte d'axe, je disais les empires centraux, mais c'est ça qui est inquiétant. Même un marché, si on peut dire. La guerre Corée du Nord, Corée du Sud, ce n'est qu'un élément
au plan mondial, mais un élément important, parce que du jour au lendemain, ça pourrait très bien s'enflammer parce que, quelque part, une réaction a été non maîtrisée. Voilà. Mais effectivement, la position géographique des missiles n'a aucune importance, c'est de la démonstration de force. Alors il faut rappeler que Vladimir Poutine est venu en Corée du Nord, qu'il a donc fait ce pacte avec Kim Jong-un, cette alliance, c'est-à-dire que la Corée du Nord fournit des munitions contre peut-être de l'ingénierie et même du blé, on le dit aussi, et Vladimir Poutine a fait une déclaration en juin dernier en disant à son allié qu'il était prêt à aller plus loin. Ceux qui les envoient pensent qu'ils ne sont pas en guerre contre nous. Mais j'ai dit, y compris à Pyongyang, que nous nous réservons le droit de fournir des armes à d'autres parties du monde en gardant à l'esprit nos accords avec la Corée du Nord, et je n'écarte pas cette possibilité. Pierre Rigolo, est-ce que justement cette alliance qui lie la Russie et la Corée du Nord pourrait aller plus loin ? C'est-à-dire, est-ce que la Russie pourrait fournir des armes, peut-être plus de nucléaire, je ne sais pas, à la Corée du Nord ? Est-ce que les deux pays pourraient un peu fusionner, si je puis dire ? Fusionner, je ne crois pas, d'autant que vous avez en Corée du Nord un hypernationalisme tout à fait étonnant. Par contre, on peut penser en effet un approfondissement de leurs liens militaires. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. On a parlé tout à l'heure du front ukrainien. Il faut savoir que ce ne sont plus seulement des obus que les Coréens du Nord fournissent aux Russes, mais également, par exemple, des missiles anti-chars. Bref, il y a un lien assez étroit et on ne peut qu'être stupéfait de ce retour dont bénéficie la Corée du Nord. Je veux dire par là que la Russie, comme la Chine d'ailleurs, a voté des sanctions contre la Corée du Nord, limitant au maximum le commerce et les relations commerciales donc entre la Chine et la Russie, et on piétine avec ardeur, si je puis dire, on piétine avec ardeur les règles instaurées à l'ONU par la Chine et par la Russie elle-même. Elles ont voté des sanctions. Or, on voit par exemple en ce moment un certain nombre de travailleurs nord-coréens, de bûcherons en particulier, travailler en Russie, alors que c'est quelque chose que l'ONU, avec l'approbation de la Russie elle-même, avait interdit. On est dans une terrible situation pour l'Organisation des Nations Unies, je trouve. Cyril Gélipter, vous vouliez réagir justement sur ce rapprochement entre la Russie et le... Ça fait quand même un certain temps que je vois justement des Nord-Coréens qui travaillent en Russie. C'est très bête, mais ils apparaissent dans les jugements des tribunaux de la région de Moscou, parce qu'à chaque fois, les employeurs ont violé les règles juridiques en vigueur, donc ils ont des amendes à payer. Sur la fourniture, alors c'est exact, il faut ajouter un autre cas. Vous avez eu apparemment des fournitures de missiles de type SRBM par la Corée du Nord à la Russie. Ce sont les Short Range Ballistic Missiles. Vous avez eu un rapport de la DIA américaine, c'est le renseignement militaire américain, paru il y a environ 1 mois, 2 mois, sur le sujet. C'est d'ailleurs assez amusant, il ne citait pas le nom du missile. Il a fallu quelques recherches pour que j'établisse qu'il s'agit des missiles de type KN-23 qui auraient une portée estimée à environ 450 km. Bon, il y a de la fourniture d'armes, en tout cas. Richard Valli. Oui, la démonstration qui est faite, c'est la démonstration que la Corée du Nord est un arsenal, c'est un pays arsenal, c'est un pays dont, au fond, la seule industrie qui fonctionne, c'est l'industrie de l'armement, et ça intervient dans un contexte d'alliance avec la Russie et de guerre en Ukraine. Moi, c'est ça que je retiens de ces images, c'est qu'au fond, si Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, voulait donner à la Russie, bien sûr, il veut faire peur à la Corée du Sud, mais ça c'est habituel. Mais s'il voulait donner à la Russie l'assurance qu'elle a en la Corée du Nord le partenaire parfait pour faire produire les équipements militaires dont elle
elle a besoin, il vient de la donner avec ce type de parade. C'est le pays arsenal, le pays qui à la fois construit, fabrique des missiles pour se protéger, mais également pour en exporter, parce que c'est la seule chose, il faut bien le dire, qu'il exporte et qu'il est capable d'exporter. Alors on voit Kim Jong-un se rapprocher de Vladimir Poutine et il espère un autre retour au pouvoir, c'est celui de Donald Trump, Claude Blanche-Maison, puisqu'on apprenait via un ex-diplomate nord-coréen eh bien que Kim Jong-un souhaitait absolument le retour de Donald Trump, justement pour relancer les négociations sur le nucléaire. Probablement, parce que Donald Trump est quand même le seul président occidental qui est formellement reconnu la Corée du Nord. On voit les deux se serrer la main puisqu'il y avait eu une visite en 2019. Et Kim Jong-il, en allant en effet le rencontrer à plusieurs reprises, dont une rencontre à très grand spectacle sur la ligne de démarcation à Panmunjom, où ils faisaient un pas chacun de l'autre côté de la ligne de démarcation et où ils faisaient des plaisanteries. Et en effet, c'est très triste pour l'ancien président américain parce qu'il se trouve qu'ils ont à peu près le même genre de caractère. C'est-à-dire que seul le rapport de force compte et on peut tout traiter en faisant des deals. Évidemment, Donald Trump s'y est un peu brûlé les doigts puisqu'il pensait qu'il mettrait un terme à la course à la recherche de l'arme nucléaire par la Corée du Nord, et il a totalement échoué, comme sur tous les autres sujets, dans ces différentes rencontres avec la Corée du Nord. Par ailleurs, il y a un pays qui est voisin de la Corée du Nord et qui l'a aidé pendant sa guerre, c'est la Chine. La Chine, dans le fond, est assez gênée par tous ces mouvements-là, car certes, elle ne veut pas que la Corée du Nord disparaisse, puisque c'est un État tampon entre la Chine et la Corée du Sud, où il y a des GI, et par conséquent, il vaut mieux qu'il y ait un État tampon plutôt qu'un contact direct. Mais la Chine a d'excellents rapports avec la Corée du Sud. Ses rapports économiques avec la Corée du Sud sont très supérieurs avec ses rapports avec la Corée du Nord. Et elle trouve que cette succession dynastique de gens, tous plus lunatiques les uns que les autres, à Pyongyang, est extraordinairement dangereuse, comme on vient de le dire, autour de cette table. Et effectivement, la Corée du Nord a échappé à la Chine. Les généraux nord-coréens n'obéissent pas à leurs homologues chinois, et surtout la dynastie des Kim s'est complètement détachée de Pékin, et dans le fond trouve commode de consolider une alliance, en effet, du mode arsenal pour fournir la Russie, parce que la Russie c'est loin, c'est pas dangereux, alors que la Chine potentiellement, ça pourrait être dangereux un jour. Alors justement sur cette dynastie des Kim, alors Pierre Rigolo, vous rappeliez qu'il y a eu un petit brouillard sur l'état de santé de Kim Jong-un. On dit qu'il serait probablement très exposé au risque de maladie cardiaque et qu'il forme déjà sa fille à lui succéder, dont on n'a pas l'âge exact même. Oui, elle est un peu jeune pour lui succéder, elle a environ 13-14 ans. D'autre part, comme vous savez, être un personnage de cette famille, ça peut être aussi très dangereux. Il ne faut pas faire de plan sur la comète avec la famille de Kim Jong-un. N'oubliez pas que quand il est arrivé au pouvoir, il a fait deux choses. Il a liquidé son demi-frère et il a d'autre part liquidé son oncle, dont on pensait qu'il allait l'accompagner dans ses premiers pas à la direction de la Corée du Nord. Bref, c'est, comme vous venez de le dire très justement, un brouillard. Permettez-moi d'ajouter quand même quelque chose concernant les motivations de cette démonstration de force actuelle. Il y a la situation intérieure de la Corée du Nord. Elle n'est pas bonne, et pas seulement parce qu'on n'y mange pas à sa faim. La FAO parle de 40% de gens sous-alimentés. Mais on a d'autres problèmes. Il y a eu il y a quelques jours des inondations terribles, et la presse du sud de la Corée a insisté sur le fait que les autorités nord-coréennes, et lui
Kim Jong-un en particulier, n'avait pas bien maîtrisé les problèmes qui se posaient à eux. Deuxièmement, il y a comme autre problème un mal-être, une difficulté à supporter cet enfermement dans lequel est la population. Vous avez, quand on suit de près ce que raconte la KCNA, la Korean Central News Agency, la centrale de l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, on apprend des choses absolument terribles, c'est-à-dire qu'on exécute, j'ai bien dit qu'on exécute en public des jeunes qui ont pu regarder un programme d'une série ou de musique venue de la Corée du Sud. Donc, cette façon de montrer qu'il est le patron, qu'il est fort et qu'il a une armée très puissante, c'est aussi une façon de répondre à un mal-être qui court actuellement dans la société nord-coréenne. Merci beaucoup Pierre Rigoulot.